Bonsoir à tous. Bonsoir, bonsoir. Désolé, j'ai pris un petit peu de retard. J'ai un ami, j'avais lancé le live à peu près à l'heure et j'ai un ami qui a appelé. Alors du coup, le temps que pour pouvoir décrocher, ça a coupé le live. Donc voilà, j'ai eu le temps de faire ma conversation et me voici de retour. Alors je serai un petit peu fatigué ce soir parce que je rentre tout juste du training camp, enfin tout juste. Je suis rentré hier soir. Un peu en PLS. Alors je vous avoue que même la journée d'aujourd'hui au travail, c'était pas facile. Et surtout de répondre à toutes les questions de tout le monde et de devoir mettre le costume. Bon, moi je l'ai pas trop mis, c'était plutôt mon copain Laurent qui l'a mis, c'est même lui surtout qui l'a mis. Mais de répondre à toutes les sollicitations, être concentré sur tous les chiens, c'est bouf, c'était un petit peu... Là maintenant j'ai un petit peu le cerveau un petit peu fatigué. Mais vous inquiétez pas, je vais essayer de répondre à toutes vos questions. Et puis voilà, je peux vous faire un petit débrief le temps de lancer un petit peu le live. On a passé un très beau moment, on a été très très bien accueillis par le club canin de Bessan. Sans déconner, c'est une jeune équipe qui vient de prendre les rênes du club et du côté de Toulouse, un petit peu au nord de Toulouse. Et si vous êtes dans la région, c'est un club où il faut y aller. Il est magnifique, vous avez un très beau terrain, on peut détendre les chiens. Les gens sont super accueillants, super gentils, sans parler de leurs compétences dans le domaine canin. Vraiment, le club canin de Bessan, je vous le recommande chaudement. On a été très bien accueillis par les organisateurs, mais aussi par les gens qui sont venus nous rencontrer. Ça a été vraiment pour nous, mes amis Laurence et Laurent et moi-même, ça a été pour nous vraiment exceptionnel. On s'en rend pas compte parce que lorsque l'on est dans la compétition, on est toujours soit sur notre cursus, enfin pas focalisé sur notre attention est focalisée sur la performance à atteindre, on est dans la compétition. Et puis vous savez ce que c'est, le monde de la compétition, c'est pas toujours cool. Euh, et il y a souvent aussi beaucoup de gens qui pro, c'est pas toujours cool. Euh, et il y a souvent aussi beaucoup de gens qui avaient envie d'apprendre, qui étaient passionnés. Moi, j'ai vu que des passionnés, des gens qui aimaient le chien et qui avaient envie d'apprendre. Bah, très sincèrement, ça a fait très très chaud au cœur. Bah, ça, il faisait très chaud tout court, on est très beau. Mais de voir cette passion qui animait les gens, de voir des jeunes conducteurs qui avaient vraiment de la motivation, bah, ça me rappelait quand j'ai démarré en fait. Un peu de nostalgie. Ouais, donc c'était vraiment un très bel événement et même si c'était un peu fatigant physiquement, en tout cas ça redonne de la motivation et ça redonne espoir. J'allais dire le ring n'est pas mort. Quel est le futur du ring? Le ring n'est pas mort. Il y a encore des passionnés et des gens bien. Quand je dis des gens bien, c'est pas pour faire un jugement de valeur sur les gens bien ou mal, mais des gens bien, des gens qui ont envie de progresser, qui ont envie de comprendre leur animal. Ouais, ça fait chaud au cœur. Donc voilà, c'était la petite introduction du soir. Et donc maintenant, je suis à votre écoute. Je sais pas sur quel sujet vous voulez que l'on disserte ou si vous avez des questions bien précises. Je suis à votre écoute, les amis. Alors, j'ai une petite question. Bonjour Fabrice, vous travaillez uniquement avec Malinois ou autre race? Alors, sur le principe, toutes les races. Moi, j'ai pas de discrimination vis-à-vis de telle ou telle race. Alors, forcément en éducation. Après, lorsqu'arrivent les sports canins, c'est vrai que, je vais pas dire qu'on a 95% de Malinois, mais c'est principalement des Malinois parce que, tout d'abord, je suis éleveur de Malinois, donc déjà une partie des chiens que je travaille, c'est les miens. Ensuite, les gens qui viennent avec moi, soit ils ont des chiens de chez moi, donc c'est encore des Malinois, ou ils ont envie de faire de compétition et ils sont plutôt orientés sur cette race-là. Mais sur le principe, et puis surtout, j'ai eu l'occasion d'entraîner différentes races. Mais euh, oui, on est ouvert à toute race, mais c'est vrai que en compétition, c'est plutôt du Malinois, quoi. Alors les amis.
Est-ce que vous avez passé un bon week-end? Est-ce que c'est un week-end chien ou c'était un week-end... Est-ce que vous êtes allé voir les sélectifs de ring? Est-ce que vous aviez une autre compétition? Est-ce que vous étiez à l'entraînement? Avez-vous profité de ce long pont de mai? Comment faire pour avoir une habilité... Ah, Patrick. Alors... Bon, j'espère... Salut Patrick, j'espère que la petite U-Fight va bien. Alors, comment faire pour avoir une habilitation pour un club de mordant? Alors, il faut que le terrain du club obtienne une homologation. Donc, en généralement, c'est les services vétérinaires de la préfecture qui viennent vérifier l'installation, parce qu'il faut en faire la demande. Ensuite, attendez, moi ça fait très très longtemps. Bah, ce qu'il y a, c'est que moi, mon terrain a été homologué avant de créer une association. Donc vous avez une association, donc une fois que vous avez ça, il vous faut un capacitaire de dressage au mordant. Donc là, si c'est un club, à mon avis, il faut passer par le biais de la centrale canine. Donc c'est les monitoras, je pense. Je dis je pense parce que moi, c'est pas la version que j'ai faite, étant donné que mon terrain était personnel avant de créer une association. J'ai homologué mon terrain et ensuite, moi j'avais une capacité, je l'avais eu à Saint-Gervais d'Auvergne, mon attestation, donc c'est ce qu'on aurait pu dire la capacité pro. Mais il existe la même version pour les clubs, il faut se renseigner auprès de la centrale canine. Il faut un capacitaire, homologuer le terrain au mordant et ensuite faire la demande auprès de la centrale canine, enfin même ça se trouve de la CUN. Je me rappelle plus trop, mais c'est un peu ça. De toute façon, on va dire, c'est surtout, il faut un capacitaire au mordant et homologuer le terrain. Et après, les détails, il suffit juste d'appeler la centrale canine pour connaître les détails ou se renseigner auprès de votre CUT ou quelque chose comme ça, quoi. Auprès de votre régional, vous le saurez, quoi. Bonjour, j'ai un CLT. Très réactif, elle a 5 ans et elle rattrapable. Est-elle rattrapable? Alors, j'ai un CLT rattrapable. Est-elle rattrapable? Alors, j'ai un CLT. Ces lettres-là, CLT. Oh, je veux bien que vous m'aidiez là, je dois être déjà fatigué. J'ai pas commencé que je suis fatigué. Bah, très réactif. Est-elle rattrapable? Bah, c'est sûr que 5 ans. Alors, du coup, CLT, j'ai pas capté ce qu'était la race, mais 5 ans, ça commence à être un petit peu chaud quand même, hein. Je veux dire, il n'y a jamais cause perdue, mais faudrait connaître les raisons et les raisons pourquoi l'animal est réactif et sur quoi. Donc peut-être que en défilant, je vais avoir plus de vos réponses, mais si vous arrivez à me mettre un petit peu plus de contexte, pardon, je vais essayer de vous aider, quoi. Bonjour de ta réponse, j'ai un jeune Hollandais et j'aimerais l'initier, d'où ma question. Bah en fait, euh, oui, bah faut l'initier. Faut vous rapprocher d'un club, tout simplement. Tout simplement, tout simplement. Cela a été le championnat de Monduring dans le Mort, Grande-Sainte. Attends, j'ai peut-être zappé, excusez-moi, j'ai peut-être zappé des questions. Alors, j'ai mon t-shirt jaune fluo. Alors, le texte des questions, c'est en blanc. Et en fait, j'arrive pas à lire vos questions. Quand je remonte le fil, je suis dans mon t-shirt jaune fluo, là. Alors, Malinois 57. Oui, cela était le championnat de Monduring dans le Nord, Grande-Sainte. Ah, pour ce que vous avez fait ce week-end? Terry. Faut avoir un chien en ring 2, il me semble, sa capacité mordant. Il faut avoir monté un chien. Pour la capacité, ouais, il faut l'avoir monté au niveau du carnet de travail. En gros, ça veut dire carnet de travail. Au niveau du carnet de travail, il faut que ce soit votre nom qui soit associé aux différents concours. Salut, comment était le training camp? Ah bah non, la question elle arrive après mon introduction où justement j'ai dit comment était le training camp.
Eh bien, le training camp était cool. Très bon accueil, personnes adorables, aussi bien l'organisation que toutes les personnes qui sont venues en tant que participants, hommes d'attaque et spectateurs. Franchement, c'était, on va dire, le week-end du chien, quoi. Vraiment, c'était super. On est reparti remotivé à fond en se disant que vraiment, ça valait encore le coup de se donner pour, on va dire, pour des petits jeunes, quoi. Ah, chien loup tchèque. Ok, excusez-moi. Merci Anne, chien loup tchèque. CLT. Bah, et du coup, sur quoi était-il réactif, votre chien de 5 ans? Comme ça, si vous me dites sur quoi c'était réactif, ça me permettra peut-être de voir si on peut faire quelque chose. Mais généralement, un chien réactif, c'est qu'il y a de la méfiance. Et la méfiance, cette instabilité, forcément, plus on avance dans l'âge, plus il est difficile de la canaliser. Mais encore une fois, si vous arrivez à me donner un petit peu le contexte, je sais que c'est pas toujours facile, mais si vous me donnez un petit peu le contexte par écrit, je vais pouvoir essayer bon, de voir ce que l'on pourrait avoir comme conseil. Euh, Bonsoir, le 31, nous allons avoir une petite chienne de 2 mois, malinois croisée Doberman. Que me conseillez-vous, collier ou harnais? Notre Staffy a toujours eu un harnais. Si vous voulez, euh, le collier ou le harnais, ce que l'on appelle la sellerie, euh, ou le matériel, l'outil, ça dépend de l'utilisation et ce que l'on veut faire. Sachez qu'un harnais, à la base, c'est fait pour tracter. Donc voilà, vous avez la réponse. À vous de voir si vous voulez que votre animal tracte ou pas. Vous avez la réponse. À vous de voir si vous voulez que votre animal tracte ou pas. Faute à Laurent. Mon Lolo qui m'a appelé en plein démarrage de live, tout simplement. Bon alors Anne, t'as pas une petite question? T'as une petite question pas facile à répondre. Pour me challenger, quand je suis fatigué, que j'ai un peu la tête confus, avoir répondu à tout le monde pendant 3 jours. 3 jours, on a quand même fait une journée de presque 13 heures quand même. Hein. Alors je peux vous dire que assailli de questions pendant 13 heures, concentré sur les chiens pendant 13 heures. Un petit peu moins les autres jours, parce que c'est vrai que on pouvait moins travailler les chiens, mais bon. 13, 10, à la fin on a fait peut-être 8 heures de travail. Je vous avoue que là, ouf. Alors, avez-vous des questions, mes amis? Bah, alors là, c'était la question collier ou harnais pour un chiot. Mais votre Staffy marche au pied même avec le harnais. Bah, c'est bien. Mais vous savez, mon Malinois aussi, si je lui mets un harnais et que je lui dis au pied, il marche au pied. Mais je lui mets un harnais parce que je vais peut-être avoir besoin de le faire tracter. C'est pas pour le décorer, quoi. Je me balade pas avec un harnais, mais après, si vous, ça vous convient. Vous voyez, en fait, c'est ça. C'est que faut savoir pourquoi on met la sellerie sur son chien et ce que l'on souhaite faire avec. Si vous vous dites, tiens, je vais balader mon chien avec un harnais et une laisse, et moi ça me plaît, bah, j'ai rien à dire si c'est cela que vous voulez. Moi, ce qui me vient à l'idée, c'est que un harnais, c'est fait pour tracter. Donc, bah, un petit chiot à qui on mettra un harnais. Si moi je mets un harnais à un petit chiot, c'est que je vais au club et que si je fais un petit peu de mordant ou des choses comme ça, c'est pour éviter que je puisse le tenir et que du coup le harnais, comment dire, lorsque je le maintiens, ça appuie plutôt sur le sternum et au niveau des épaules et pas au niveau du cou pour que ça le strangule, vous voyez, pour qu'il soit bien. Mais c'est pour qu'il soit bien en fait. Mais après, si ça vous plaît comme ça, bah moi j'ai rien à dire en fait, si vous voulez. Tout simplement. C'est surtout que ça me permet de rebondir aux personnes, pour répondre un petit peu aux personnes qui nous écoutent.
Vous choisissez la sellerie ou l'outil qui vous convient à vous et en fonction de l'utilisation ou de l'activité que vous allez faire. Tout simplement. J'ai alors que j'arrive pas à lire les pseudos. Je suis désolé, j'ai avec mon t-shirt jaune fluo, j'arrive pas à lire les textes. J'ai une bully croisée bosseron typée Tosa première catégorie. Ok. Voilà, si vous me lancez sur une question sur les lois sur les chiens dangereux, allez-y, allez-y. C'est pas que ça m'inquiète, c'est juste, j'attends la question. Je me rappelle plus trop de tous les détails de la loi, si c'est lié à la loi. Hello, quel est ton affixe? Alors, mon affixe, c'est les deux sabres. C'est écrit sur le... Je sais pas si on arrive à voir là. C'est écrit là. Les deux sabres. Tout simplement. Et pour expliquer aux personnes, un affixe, c'est en quelque sorte le nom de l'élevage. C'est pas un nom commercial, c'est pas un nom d'entreprise. On peut le choisir comme un nom d'entreprise. Moi, c'est pas le cas d'ailleurs. C'est plutôt comme un nom de famille. Ça veut dire que tous les chiots qui vont sortir de l'élevage auront cet affixe. Donc, comme par exemple, moi, l'affixe, c'est les deux sabres. Donc, tous les chiots, je sais pas, vous l'appelez gamin, votre chiot, et ben, ce sera gamin des deux sabres. Voilà, tout simplement. C'est ça un affixe. C'est le nom de famille, on va dire, de l'élevage. Question. Un chien de ring doit-il pousser en mordant? Non. Doit-il, c'est-à-dire que ce serait une obligation. Est-ce que c'est bien? C'est mieux. Voilà. Pourquoi? Parce que pousser, ça traduit quand même une confiance du chien et une stabilité. Alors que tirer, ça traduit plutôt une instabilité, mais ce n'est pas une obligation. Ma question... Alors, attends. Alors, ça doit être... Ma question, est-elle s'est fait attaquer maintenant? Elle a tendance à réagir. Ah ouais, alors là, des questions comme ça, attendez, je me rapproche. Alors j'espère que vous n'allez pas voir mon crâne tout rasé, là, parce que je viens juste de me laver. Alors attendez. J'ai une bully croisée bosseron type Tosa, première catégorie, d'accord. Ma question, est-elle s'est fait attaquer maintenant? Elle a tendance à réagir. J'ai pas compris la question. Étant donné qu'on est sur en plus un chien catégorisé, j'ai besoin d'une question plus précise. Réagir quand on croise un chien, comment faire? Alors, ah ça y est, ok. Euh, Elle a dû se faire attaquer, maintenant elle a tendance à réagir quand... Eh bien, c'est toujours un petit peu la même chose. Vous devez lui expliquer que ce genre de comportement, si le chien fait ça, c'est qu'il croit que c'est bien. Le comportement, c'est toujours la même chose. C'est un contexte qui laisse croire à l'animal qu'il peut agir ainsi. Voilà ce qu'est le comportement. Ce comportement vous déplaît, donc il faut que vous lui expliquiez qu'il faut changer de comportement. Pour cela, je vous incite à avoir quand même une marche au pied qui tienne la route. C'est-à-dire une marche au pied, quand vous dites au pied, votre chien est capable de marcher à côté de vous. Et lorsque vous croisez des chiens, il faut reprendre son chien au pied et lui faire comprendre qu'il doit rester au pied le temps de croiser ce chien. Et ensuite, si vous croisez des chiens, il faut reprendre son chien au pied et lui faire comprendre qu'il doit rester au pied le temps de croiser ce chien. Et ensuite, réagir, c'est essayer d'impressionner l'autre parce qu'on en a peur. Donc, c'est pour ça qu'il faut plutôt... Comment dire? C'est pour ça qu'il faut contourner un petit peu son attention qui était sur l'animal en la reprenant au pied, en captant son attention pour qu'elle reste sur vous au pied. Euh, et en même temps, surtout si vous la promenez en laisse, faites en sorte de ne pas avoir la laisse tendue lorsque vous allez croiser l'animal, parce que la laisse tendue va renforcer cette réaction. L'animal va avoir encore plus envie de se jeter sur un autre chien, tout simplement parce que plus on tire sur la laisse, plus le chien veut aller dans le sens opposé, quoi. Plus ça le conforte dans son idée de se focaliser sur l'autre chien. Alors, j'essaye de faire défiler. Donc la fixe, on l'a fait. Pousser en ring, on l'a fait. Ta 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 ta.
Je n'avais point vu, merci bien. Louis Alioua, j'avoue que j'ai... Pumba Malinois, 5 ans. Réagir quand on croise un chien, comment faire? Bah, la même chose que ce que je viens de dire pour le chien d'avant. Tout simplement. Loïc, enchanté. Bah, enchanté, Loïc, body positive. Je suis désolé, c'est. J'arrive à bien lire les commentaires, mais vos pseudos, comme c'est écrit en plus fin, j'ai vraiment du mal. Je suis désolé. La prochaine fois, je mettrai un t-shirt noir. En fait, j'ai compris, il faut que je mette un t-shirt noir la prochaine fois. Louis Alliot. Ma femelle pousse, mon mâle tire. Ah bah, c'est complémentaire. Euh, Il y a une part d'atavisme, il faut le savoir. Euh, la prise mordant sport de, alors, on parle de mordant sportif, hein, parce que bon, on est, comment dire, on est tout public dans ce live. Donc, pour les gens non initiés à la compétition, lorsque l'on parle de mordant, c'est vrai que je vais un petit peu vite, ou lorsque l'on me pose des questions, ça va peut-être un petit peu vite, mais le mordant sportif, c'est ni plus ni moins que la prise en bouche. On parle de la prise, d'accord? On parle pas d'agressivité, d'attaquer des gens, etc. Surtout, vous vous inquiétez pas. On est des gens sérieux. Euh, le fait de pousser ou le fait de tirer, c'est c'est plusieurs paramètres, si vous voulez. Il y a plusieurs facteurs. Il y a déjà de l'atavisme. Il y a des lignées où on a plus des pousseurs, on a des lignées, et notamment, alors les pousseurs, on retrouve généralement ça sur les fonds de gueule, et puis les mi-gueules, bout de gueule, bah, ils vont plutôt avoir tendance à tirer. Il y a une part de l'atavisme, il y a une part de la personnalité de l'animal, il y a une part aussi de l'apprentissage, et de l'âge à laquelle on a démarré cet apprentissage, et ensuite il y a une part du dressage, c'est-à-dire que des fois, vous allez avoir des chiens, dès qu'ils commencent à y avoir du dressage, il y a une forme de pression psychologique, c'est normal, lorsque l'on commence à dresser, le chien doit supporter quand même une certaine pression, parce qu'il doit se concentrer, réfléchir, et il sait qu'à un moment donné, on va lui demander de lâcher, et des fois, ils se mettent à tirer, parce que, quelque part, ça les inquiète un petit peu, c'est une réaction, et il sait qu'à un moment donné, on va lui demander de lâcher, et des fois, ils se mettent à tirer, parce que, quelque part, ça les inquiète un petit peu, c'est une réaction. Personnalité de l'animal, la façon d'avoir démarré le chien, le dressage et aussi l'intensité du dressage. Il y a plusieurs paramètres qui font qu'un animal peut se mettre à pousser dans sa prise et un autre à tirer. Tu vois les commentaires. Bah, bonne question. Bonne question. Loïc Body Positive, la bonne question. Je vois un peu. Ouais, je vois un peu. Attaqué par 2 chihuahuas en plus. Ah bah là, je serais taquin, je vous dirais c'est la honte. Avoir un gros chien qui se fait attaquer par 2 chihuahuas, car elle était super sociable avant. Ouais, je sais, je suis... J'ai déjà connu ça personnellement. C'est mon chien est au pied, il emmerde personne, et puis des gens qui lâchent des chiens et moi parce que je veux que mon chien reste au pied, c'est lui qui se fait mordre et après on est toujours embêté. Ouais, c'est, bah, je suis désolé pour vous de cette situation parce que c'est vrai que la négligence des uns, bah, ça crée des problèmes après pour ceux qui font attention et qui sont respectueux. Bah, c'est le lot dans beaucoup de choses en fait. Mais ouais. Essayez de faire un petit peu ce genre de petits conseils. Il faut que vous ayez quand même une belle marche au pied, dans le sens qu'elle doit vraiment être à votre écoute. Et anticiper avec de la marche au pied avant de rencontrer un chien, quoi. Ouais, mais que ce soit. Donc là, on nous dit, vous voyez, on était sur la réaction. Ça va avec certains chiens, mais pas. Et d'autres, pas du tout. Si vous vous promenez, que vous croisez. Là par exemple, n'attendez pas de savoir si ça va le faire ou pas. Vous voyez, je vous parle pas de vous allez lâcher vos chiens et ils sont en train de jouer avec d'autres. Je parle pas de ça. Je parle le fait on se promène, on fait une balade, où on est en ville, où on est en forêt, une voie verte, on se balade, on voit des chiens. On cherche pas à savoir si l'animal va réagir ou pas. On anticipe. Bien souvent, en anticipant, on évite beaucoup de problèmes. Moi, euh, je vous invite quand même à rappeler votre chien au pied et à le faire marcher au pied avant de croiser le chien en face. Tout simplement. Pas attendre de savoir, ah bah, est-ce que là ça va le faire? Ah bah non, mince, il part, bah, c'est trop tard.
Parce qu'après, vous allez devoir tirer, ramener votre animal et vous allez accentuer l'affaire. Vous voyez un chien, vous le rappelez au pied. Vous le faites marcher au pied. Et s'il veut tourner la tête pour regarder l'autre, non, au pied. Au pied. Quand vous avez passé le croisement des chiens, vous la relibérez. Vous lui dites, voilà, c'est bien ma fille. Et vous la relibérez. Tout simplement. Il ne faut pas laisser l'animal comme ça se braquer. Il ne faut pas chercher à savoir s'il va se braquer ou pas. C'est ça que je voulais dire, pardon. Ma chère Anne. Pas très taquine. Question qui demanderait en fait un développement de 3 4 heures. En fait, Anne, tu l'as fait exprès. Tu sais que je suis fatigué. Tu sais que quand il y a un training camp, ça muse total. Et là, tu me demandes de disserter pendant 2 heures. Merci. Merci, Anne. Donc, la question de Anne, c'est comment débuter la reconduite? Tu voulais écrire recherche et ensuite la conduite, et tu nous as fait reconduite, c'est ça? Bah, je te répondrai pas. J'attends que tu me dises si tu me parlais de la conduite du malfaiteur pour la recherche, ou si... Parce que là, le mot reconduite, la reconduite. Sinon, je te reconduis à la porte. Euh, Ah, super, vous organisez le challenge Orlandini les 13 14 juillet. Si cela te branche. Eh ben, Ah, le challenge Orlandini. Non, j'avais fait les 24 heures Sino dans l'Est. Maintenant, ouais, c'est vrai, le challenge Orlandini, j'y suis jamais allé. Euh... Bah, le jour où j'ai un chien qui s'appelle Johnny, vous avez noté la ref, je viendrai avec plaisir. Ce n'est pas que je ne veux pas venir. C'est très gentil pour l'invitation. Mais là, vous voyez, quand vous avez une pension canine, c'est pas le 14 juillet que vous partez vous balader en concours, tout simplement. Mais votre challenge est très connu et, euh, et ça aurait été avec plaisir. Merci pour l'invitation. Et puis donc du coup, chers amis, si vous voulez faire le challenge Orlandini ce 13 et 14 juillet, voilà, l'invitation. Et puis donc du coup, chers amis, si vous voulez faire le challenge Orlandini ce 13 et 14 juillet, voilà. C'est tout ok. Après, je ne la détache que très rarement dans le sens où, première catégorie, difficile de la laisser détacher. Oui, non, c'est sûr. Mais vous pouvez utiliser une laisse flexi. Oui, pour nos amis qui nous écoutent, lorsque vous avez un chien catégorisé, malheureusement, et je dis bien malheureusement parce que le chien, il y est pour rien, il faut un chien, quand on est sur la voie publique, il faut un chien muselé, attaché, etc. C'est bien dommage parce que c'est vraiment un délit de sale gueule, il faut le dire. Ces catégories-là, si on a dit, bah, toi t'es un méchant, toi t'es un gentil. Voilà, moi j'ai décidé. Non mais c'est quand même le délit de sale gueule par excellence, quoi. Mais on va pas disserter là-dessus. Malheureusement, attends, excusez-moi. Excusez-moi parce qu'il y a quelqu'un qui essaye d'appeler. Toc, que je coupe l'appel, voilà. Décidément, mais pardon. Mais on ne peut pas faire autrement. Donc de toute façon, il faut prendre en compte. Laisse flexi, je ne sais pas si vous l'utilisez, c'est pas mal. Mais lorsque je parlais de libérer, je me suis peut-être mal exprimé. Libérer, je parle de votre emprise psychologique. C'est-à-dire que lorsque vous lui demandez la marche au pied pour croiser le chien, et après que je vous dis vous pouvez la libérer, c'est dire tac, vous pouvez libérer la concentration du chien, vous voyez. Lorsqu'on démarre un exercice, il y a un début et une fin. Pendant l'exercice, l'animal doit être concentré sur ce qu'il a à faire. C'est pour ça que je vous dis, reprenez. Quand je dis rappelez votre chien, c'est pas le rappeler parce qu'il était en liberté, mais c'est voilà, vous rappelez votre chien, le nom de votre chienne au pied, elle doit se concentrer sur sa marche au pied. Vous avez passé le chien, c'est va jouer, c'est ok ma fille, c'est bien. Hop, vous la libérez, voyez vous. Hop, t'as plus besoin de te concentrer. Et généralement, pour avoir un bel exercice, il y a un début, certes, c'est-à-dire on donne le commandement et on lui demande de faire l'exercice, mais il y a une fin, c'est-à-dire qu'il faut bien marquer le moment où, toc, le chien n'est plus obligé de rester à se concentrer sur ce que vous attendez de lui. Ah, Anne a précisé, ce n'était pas la reconduite, c'était la conduite. Donc pour nos amis, dans différentes disciplines de sport canin, nous avons un exercice qui s'appelle la recherche. C'est-à-dire que l'homme d'attaque, le malfaiteur, le grand méchant. Ah non, faut dire homme assistant, c'est vrai. Ah non, on n'a plus le droit de dire des vrais mots, faut cacher, faut cacher.
Eh ben non, moi je dis pas homme assistant, c'est nul à chier, je dis homme d'attaque. Parce que je ne travestis pas la vérité. On est là pour faire de la vraie sélection. On ne réécrit pas l'histoire, on ne réinvente pas, on camoufle pas les choses. Non, c'est un homme d'attaque. L'homme d'attaque, ou le malfaiteur, est caché, le chien doit le découvrir, et ensuite, le chien doit le surveiller, c'est-à-dire qu'il doit le suivre pendant qu'il marche. Et s'il tente de s'échapper, il doit l'attraper. Et donc, ça, cette partie de l'exercice s'appelle la conduite. La conduite du malfaiteur. C'est-à-dire que le chien suit l'homme d'attaque. Dès qu'il est temps de s'enfuir, le chien doit l'attraper. Comment démarre-t-on cet exercice? Il y a plusieurs manières. Généralement, la plus classique, si tu parles par exemple de ta petite chienne Anne qui a 9 mois, 8 mois, 9 mois, dans ces eaux-là. Généralement, c'est ni plus ni moins qu'une... Alors là, j'ai encore utilisé un jargon que peut-être nos amis non initiés du mordant sportif vont dire, ils nous gonflent. On démarre... Moi, perso, je démarre souvent à partir de la partie garde aux fermes. C'est-à-dire que généralement, j'apprends d'abord les fuites sur place, et après, je commence à faire bouger l'homme d'attaque, et je récompense très fréquemment par des fuites. Pour maintenir la vigilance et donner envie au chien de suivre. Et ensuite, le placement de la conduite s'effectue en fonction de ce que je ressens être le plus confortable pour l'animal ou le plus stratégique pour qu'il perde comment dire, le moindre mètre. En fait, bien souvent, je démarre comme mes chiens pour la garde aux fermes, de manière classique, je les mets devant moi. Ensuite, je vais reculer d'un pas ou deux et tac, je fais une fuite. C'est-à-dire que la fuite vient récompenser le bon placement du chien. Et petit à petit, d'un pas ou deux, ça devient 3, 4, et puis j'augmente un petit peu la distance et je fais les fuites. C'est ainsi que je conforte l'idée du chien, je suis l'homme d'attaque, dès qu'il tente de fuir, je l'attrape. Et ensuite, quand on avance un petit peu dans cet exercice-là, on se rend compte qu'il y a des endroits où le chien est plus à l'aise ou plus réactif, il réagit mieux. Oui, réactif dans ce cadre-là est plutôt positif. Parce que dès que l'homme d'attaque bouge, il faut qu'il l'attrape. Donc il faut que le chien soit réactif. Ça n'a pas la connotation négative comme dans l'éducation, où quand un animal est réactif, parce qu'il jette sur une voiture et tout. Mais en fait, c'est très lié. C'est une part de vigilance, en fait. Et donc, tout simplement, en fonction de ce que je remarque être le mieux, soit je le place. Après, ou des fois, des chiens qui sont un petit peu âgés, ça peut être ça aussi, des fois, des chiens qui sont un peu âgés, qui n'ont pas vu grand-chose. Des fois, ils connaissent un mot et j'utilise ce mot-là pour les placer et je les récompense. Par exemple, un chien un petit peu léger en caractère, eh ben généralement, je lui dis au pied, parce qu'au pied, à ce niveau-là, ils ont tous une marche au pied. Donc, c'est facile. Au pied, il connaît, donc ça le rassure. Il est au pied, paf, je fais une fuite. Au pied, paf, je fais une fuite. Au pied, paf, je fais une fuite. Et petit à petit, j'augmente. Quand on veut pas trop se prendre la tête, parce qu'on veut juste faire ça pour le plaisir, marche au pied avec fuite, c'est une manière assez facile de démarrer la conduite. Mais c'est vrai qu'après, on peut avoir des stratégies. Moi, j'avais des stratégies, par exemple, extra, c'était d'attraper la jambe de l'homme d'attaque. Donc d'abord, j'ai développé ça. Au cliqueur sur moi, garde, ça veut dire attrape la jambe. Et ensuite, donc je marchais sans costume, et quand elle agrippait bien la jambe, tac, je la récompensais avec un petit boudin. Puis après, on a transposé ça. J'avais fait ça sur l'Asphalt aussi. Et ensuite, je transpose ça avec un homme d'attaque. Et après, par contre, je mets également comment dire, ça en place sur la défense, à la fin de défense, à la fin de garde aux fermes, quoi. Alors, on a comme question, comment choisir un bon chien de travail, s'il vous plaît? En allant voir un bon éleveur. Vous voyez, bon chien de travail, ça dépend pourquoi. Est-ce que vous voulez être agent de sécurité? Est-ce que vous voulez faire de la compétition? Quel type de compétition? Ensuite, il faut s'orienter. Si c'est pour de la compétition, vous parlez d'un bon chien de travail, orientez-vous dans un élevage en fonction de sa sélection. Et comme ça, et en fonction de la race que vous aimez. Tout simplement. Un bon chien, vous savez, un bon chien de travail,
C'est ni plus ni moins qu'un chien qui a envie de travailler. Donc il faut qu'il soit pétillant, proche de l'homme. Parce que dans le mot travail, c'est-à-dire qu'il y a quand même une relation à l'homme qui est très importante, qui est le plus d'équilibre possible, qui soit à l'aise dans les environnements, et puis surtout qui pétille, vous voyez. Quand vous voyez un chiot qui pétille et qui est demandeur, il a peur de rien, il est à l'aise, bah voilà, c'est ça un bon chien, quoi. Mais bon, bien souvent, c'est d'aller, comment dire, bien souvent, c'est d'aller dans un bon élevage. Donc vous choisissez un bon élevage et vous avez quand même de bonnes chances d'avoir un bon chien de travail, tout simplement. Regardez les papiers déjà. Ouais, alors, ça veut pas dire grand-chose, vous savez, des fois, même sur des bons papiers, on fait des fois des pas très bons chiens de travail, quoi. À mon avis, il faut aller voir un bon éleveur en fonction de ses critères de, comment dire, de ce que l'on aime. Déjà, en fonction de la race que l'on aime. Ensuite, quand vous regardez par rapport à votre race, et ben regardez après, allez dans le détail par rapport à des lignées. Il y a des lignées qui amènent des morphologies et des caractères un petit peu typiques de la lignée. Et puis voilà, après, lorsque l'on est à choisir parmi des chiots parmi une portée, à moins qu'il y en ait... Si la portée est assez homogène, en général, faut marcher un petit peu au coup de cœur, mais faut plutôt s'orienter vers le chiot le plus pétillant, le plus joueur, le plus sympathique, le plus vivace, le plus... Voilà, celui qui respire la vie. Mais ça, c'est vrai, en fait, un bon chien de travail, c'est simplement un bon chien. Donc même si un jour vous allez prendre un petit chiot, quand vous avez la portée devant vous, prenez toujours celui qui est le plus en forme, le plus pétillant, le plus heureux, celui qui respire la vie. Allez pas vers le petit peureux, allez pas vers celui qui est planqué dans son coin, qui fait maladif. Ne sais pas, oh le pauvre petit, il a l'air pas bien, je vais prendre celui-là, je vais m'en occuper. En général, ça se passe mal. Vous voyez. En général, ça traduit quelque chose, quoi. Tu as vu les restrictions qu'ils prennent sur les disciplines mordantes tu as vu les restrictions qu'ils prennent sur les disciplines mordantes en... La dernière fois que je suis allé en Belgique, c'était au mois de janvier, alors... Et puis je vous avoue que je m'occupe... Il y a déjà assez avec la France, avec les problèmes en France, pour aller m'occuper des problèmes en Belgique, vous savez. De toute façon, il faut bien se dire une chose, c'est que c'est pas nous qui décidons. Donc, il faut faire avec ce qu'on nous oblige de faire. Faut vivre avec. Anne, 7 mois. Gna, 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 gna. Attends, ils sont nés. Attends. Si je me débrouille bien, ils sont nés le 22 septembre. Octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars. Le gars qui compte sur ses doigts, vous savez. Vous savez déjà, mars, avril, mai. Alors, comme moi, je suis à 8. Octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, mai. Ta chienne va sur 8 mois. Ok? Pas 7. Voilà. Ah, Malinois qui demande quelle restriction, justement, ouais. Rame de la compétition sur le ring. Alors, donc là, c'était comment choisir un bon chiot. Et là, compétition en ring. On va en voir un bon éleveur de ring. Mais sachez que chaque éleveur a ses propres lignées. Définissez quel type de chien vous aimez. Chaque lignée est différente. Vous avez des très bons élevages en France. Alors, je suppose que vous êtes en France. Pardon, vous n'êtes peut-être pas en France. Mais si vous êtes en France, on a de très bons éleveurs. Chacun travaille en fonction de ses origines, des courants de sang. Orientez-vous vers ce qui vous plaît, tout simplement. Et ensuite, je vous dis, faut lui faire confiance. Il y a une part de loterie dans la mesure où, si vous allez dans un bon élevage, que c'est sérieux, qu'il y a de la sélection, il y a après quand même une part de loterie. C'est du vivant. Mais déjà, vous avez déjà fait une... Vous voyez, vous avez déjà fait un bon pas, quoi. Oui, c'est sûr, mais dans tous les cas, nos disciplines sont dans le collimateur. Vous savez, ils sont pas plus dans le collimateur qu'autre chose, en fait, hein. C'est vrai que ce qui est dommageable, et c'est pour ça que je suis face à vous, en fait,
Le problème, c'est que je suis face à vous. Le problème, c'est que c'est pas face à vous que je devrais être. C'est face je sais pas moi, à ceux qui prennent des décisions. Mais bon, j'ai pas envie d'être le porte-parole, moi. Mais il faudrait que plus de personnes parlent de notre discipline. Le problème, c'est qu'il faut en parler en bien. Faut pas nous mettre un abruti qui dit que des gros mots, qui comprend rien. Non, il faut expliquer les choses. Il faut bien montrer. C'est comme quelqu'un qui aurait comme passion le tir sportif. Vous voyez, c'est normal qu'il y ait un cadre. Ah, c'est normal. On va pas dégainer un pistolet dans tous les sens sans encadrement. Il faut des lieux sécurisés. Donc c'est normal. On a des terrains homologués de la même façon qu'un stand de tir. Il y a une déclaration. Et ensuite des gens qui ont des capacités pour encadrer des séances. Nous, c'est pareil, c'est ce qu'on appelle le capacitaire. Il faut... Vous voyez, c'est ni plus ni moins que la même chose. Donc, c'est pas qu'on est dans le collimateur ou quoi, c'est juste qu'il faut le pratiquer de manière correcte, cohérente et en sécurité pour tout le monde. Même, c'est pas parce que nous, on sait que ce que l'on fait euh, est carré que les gens qui n'y connaissent rien sont rassurés. Il faut aussi comprendre que ça fait peur à beaucoup de gens. C'est bien pour ça qu'il faut parler correctement de nos sports, de nos disciplines, qu'il faut les montrer, qu'il ne faut pas se cacher. Plus on se cache, plus on passe pour des clandestins, vous voyez? Non, nos pratiques sont légales, ce que l'on fait est légal, il faut juste respecter la loi, tout simplement. Et moi, je pense au contraire que plus on en parle de manière correcte, plus on explique pourquoi est-ce que l'on fait ci, pourquoi est-ce que l'on fait ça, quel est le but dans la sélection. Je pense que plus on en parle de manière bien compréhensible, et plus les gens qui ne sont pas familiers à cela seront rassurés. Mais si vous avez que des marvalous qui font n'importe quoi, ah bah c'est sûr que ça inquiète quoi. Mais moi le premier, hein. Je suis le premier inquiet par un chien quoi. Surtout quand je vois qui est derrière la laisse, vous voyez. Et moi je suis pas d'accord. Euh, le sport canin, certes c'est bon pour le chien quand c'est bien fait. Surtout quand je vois qui est derrière la laisse, vous voyez. Et moi je suis pas d'accord. Euh, le sport canin, certes c'est bon pour le chien quand c'est bien fait. Alors, harmonie, dans 10 jours j'ai mon chiot. Ah ah. Alors peut-être que vous décrivez un petit peu plus après, on attend. C'est un teaser. Dans 10 jours, un chiot. Ok, quelle race, pourquoi faire? Ah, il y a Anne qui demande si au Grand Prix Orlandini il y a du mondiaux. Louis, est-ce que vous avez répondu à Anne? Est-ce qu'il y a du mondiaux au Grand Prix Orlandini, au Challenge Orlandini? Vous avez dit tireur sportif aussi, on est limite des terroristes aux yeux des gens. Je sais bien, mais vous êtes chasseur, vous êtes un barbare, vous aimez faire du quad, vous êtes un pollueur, vous ne pouvez pas être aimé de tout le monde. Ce qu'il faut, peu importe ce que les gens pensent, enfin pas peu importe ce que les gens pensent, mais je veux dire, c'est pas parce qu'il y en a, ils vous traitent de terroristes ou de je ne sais quoi, que vous en êtes un. C'est bien pour ça qu'il ne faut pas non plus se cacher, il ne faut pas avoir honte, il faut dire réellement ce qu'est notre sport, comment on le pratique. C'est pour ça que je mets des vidéos de nos entraînements, c'est pour ça que j'essaie d'expliquer. Et je le vois bien dans les commentaires, il y a des gens, et vous savez, il y a de tout, il y a de tout, il y a de tout. Mais justement, grâce aux commentaires de gens qui ne comprennent pas ce que je fais, ça m'inspire pour essayer d'expliquer. C'est rigolo, mais en fait, quelque part, les haters, je les apprécie. Parce qu'en fait, quand ils me balancent tout, bah pas quand c'est juste balancer de la haine, mais quand des gens, des fois, disent ouais, pourquoi vous tapez avec un chien avec un bâton, vous êtes des sauvages. Donc j'explique déjà que le bâton ne leur fait pas mal, mais que c'est un test de courage. Vous voyez, et pourquoi c'est un test de courage, et comment ça s'applique, comment c'est fait. En fait, il faut expliquer, il faut se nourrir des commentaires de gens qui ne comprennent pas pour trouver les arguments pour expliquer ce que l'on fait. Mais c'est important, communiquer, expliquer, c'est très important. Alors, cette année, alors, j'ai fait les sélectifs. Alors, attendez. Bonjour, vous présentez des chiens en sélectif. Pas cette année.
Ah non, ben surtout là, j'ai mon chien qui est en mondiaux, donc... euh, bon, je dévoile pas. Je dévoile pas mes intentions. Si, bon, aussi, de toute façon. Non, je compte faire une ou deux saisons de mondiaux avant de basculer en ring, je pense. Mais il faudrait pas que ce soit trop vieux, quoi. Ou moi, il faudrait pas que je sois trop vieux. Mais non, je sais pas, j'ai dû faire je sais plus combien de temps d'effectif. 2004, 2005, 2006, 2007, 2008. Je sais pas si j'ai fait 2009, je me rappelle plus. J'ai fait 2010, c'est sûr parce que j'avais fait la finale là. J'ai dû faire 2012 avec Extra, un truc comme ça. Après, j'ai arrêté. Je suis revenu avec Hot Dog, j'avais fait une saison, j'ai fait 2018. Je sais plus. Bon, voilà, je commence à en avoir fait un paquet, mais pas cette année en tout cas, tout simplement. OB Herring. Je sais pas si tu as vu la réponse de Louis, Anne. Le challenge Orlandini, c'est obéissance, concours d'obéissance et concours en ring. Et ben voilà, vous auriez fait du monde du ring, je serais venu. La prochaine fois, dans le challenge Orlandini, il nous faut du monde du ring, Louis. D'accord? Non, je rigole. Alors, je crois que mon chien a peur de bâton, car on l'a déjà fait mordre sans bâton et il a plus de confiance. Ah bah, vous voyez, je disais justement, bah, il y en a qui me critiquaient avec le bâton, mais le bâton, c'était un test de sélection, un test de courage. Voilà, vous avez une partie de la réponse déjà rien que dans ce que je viens de dire en fait. Le, le bâton, s'il existe en ring, c'est parce qu'à la base, c'est fait pour tester le courage. Alors c'est vrai que de plus en plus, même nous éleveurs, on met ce bruit du bâton, on montre le bâton déjà dès qu'ils sont tout bébés pour les conditionner à aimer cela et à être habitués. Plus ils le voient jeune, plus c'est facile. Mais c'est vrai qu'à la base, le bâton, la menace au bâton, quand le chien l'a pas eu, c'est hyper impressionnant, quoi. Mais parce que c'est un test, à la base, c'est un test de courage. Donc c'est normal qu'un chien ait plus ou moins peur, ou il est plus ou moins en zone de confort, on va dire, ou en confiance lorsqu'il voit ce bâton, quoi. Ce qu'il faut, c'est aller progressivement pour le rassurer. C'est comme tout, en fait. Si l'animal, vous ressentez qu'il a une gêne, sans même parler de peur ou de crainte, mais ne serait-ce qu'une gêne, l'idéal pour tout, c'est d'y aller progressivement. On ne renforce pas un animal en l'obligeant à supporter un événement stressant. Toutes les choses qui lui posent problème, il faut y aller petit à petit. Donc le bâton, au début, on tapote sur sa jambe, on continue à travailler, on tapote sur sa jambe, mais on ne cherche pas à le toucher au bâton. Parce que sinon, à chaque fois qu'on va arriver, le chien va le décrocher. Euh, il faut y aller petit à petit, petit à petit, petit à petit. Il faut être très très lent. Surtout sur ces choses-là qui sont vraiment très sensibles. Et c'est sûr que s'il y a une gêne au bâton, c'est quand même très compliqué, ça je l'avoue. Mais en y allant progressivement, on arrive à amener l'animal à supporter de plus en plus cette chose qui le gêne. Toujours être progressif. Alors, là, qu'est-ce que j'ai récupéré un chiot avancé de moi. Que sont les conséquences? Bah, ça dépend. Si c'est... Ça dépend si c'est juste quelques jours avant ces 2 mois ou si c'est carrément 2 mois avant ces 2 mois, quoi, vous voyez. Bah, s'il vient de net et que vous le récupérez, c'est... Quelles sont les conséquences? Bah, c'est pas top top, quand même. Je sais pas, mais bon. Ça dépend à quel âge, quoi. Un chiot avant ces 2 mois, si vous voulez... allez. Admettons, je pense qu'il y a quasiment aucune incidence à partir d'un mois. C'est-à-dire que si un chien, euh, on, on l'a avec nous à partir de l'âge d'un mois, je pense qu'il n'y a quasiment aucune incidence. Pourquoi? Bah là d'ailleurs vous m'avez dit, un chiot pas codé. Oui mais quel code? Et dans quel monde va-t-il vivre, vous voyez? C'est vrai que souvent, encore une fois, je suis désolé, mais je vais aller à l'encontre de 99% de ce que les gens disent, les idées reçues pour moi, c'est de dire ah faut que le chiot il reste le plus longtemps avec sa maman et avec ses petits frères et ses petites sœurs.
Mhm, mhm. Moi, je vais vous dire, un chien, dans beaucoup de situations, il va vivre avec des humains. Il va pas vivre dans une meute de chiens. Moi, je me dis, c'est peut-être mieux qu'il apprenne les codes humains pour comprendre son nouveau groupe social qui sera à majoritairement composé d'humains que de connaître les codes canins. Je n'en dis pas plus, mais c'est un avis personnel, un avis vérifié avec de longues années de pratique d'élevage, vous voyez, et tout simplement avec cette question-là. En général, c'est quand même mieux d'être élevé dans l'environnement dans lequel on va vivre. Le chien va vivre avec des humains. Il va pas vivre avec des chiens dans la nature. Donc, moi, quand je vois des particuliers ou des éleveurs où la mère, jusqu'à l'âge de 2 mois, est tout le temps avec ses chiots, je dis bon courage, voyez-vous. Bon courage. Bien sûr, 2 mois, c'est facile. Je dis pas. Attendez, hein. Attention, j'ai pas dit qu'il fallait séparer la mère dès l'âge d'1 mois. J'ai pas dit ça. La question était les conséquences quand il est retiré de la mer avant ces 2 mois. En gros, quand on récupère un chiot avant ces 2 mois. Attention, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Je dis qu'il y a très peu de conséquences à partir de l'âge d'1 mois. Parce qu'à partir de l'âge d'1 mois, la mère, déjà, quelque part, commence à les... C'est pas qu'elle les rejette, mais elle a besoin d'air. Elle a besoin de s'écarter un peu de ses chiots. Elle a besoin de beaucoup de repos. C'est là où on introduit beaucoup l'humain. En tout cas, moi, c'est ce que je fais. Et même avant, ceux qui regardent mes vidéos, moi, mes enfants, ils ont déjà, dès tout petit, tous les jours, ils sont en train de jouer avec les chiots, nous aussi. Tous ceux qui travaillent avec moi, c'est ce qu'on fait. Même avant cet âge-là. Mais la mère est très présente. Ensuite, progressivement, on fait des temps de repos de plus en plus longs pour que la présence humaine soit supérieure à la présence de la mère. Il y a toujours une certaine... Ils inculquent quand même certains principes de relation et de communication. Peut-être que ma vue est biaisée par rapport à la compétition, où il faut que l'animal soit très proche de l'homme et comprenne très bien son maître. Mais malgré tout, je lance un débat. Voilà. Dans quel univers vivra un chien? Vivra-t-il dans une meute de chiens ou vivra-t-il dans une meute d'humains? Donc quand on me parle des codes canins, c'est hyper important. Oui, c'est important les codes canins, bien entendu. Bien entendu, c'est un chien, il doit savoir communiquer avec d'autres chiens. Mais, à mon sens, il vivra surtout avec des humains. Oh putain, je suis au top là. Non, je suis surtout fatigué les copains. Je suis vraiment désolé. Ouf, des fois je pique un peu comme ça. Alors, attendez. Question qui va faire... Question qui va faire grincer les dents. Pour ou contre les moyens coercitifs? Bah, ça fait pas grincer les dents, hein. C'est... Qu'est-ce qu'un moyen coercitif? Voilà. Est-ce qu'on parle de l'outil ou est-ce qu'on parle d'une méthode? C'est quoi un moyen coercitif? Si on parle d'outil, c'est bien simple. C'est l'utilisation de l'outil qui fait que ce dernier est coercitif ou pas. Tout simplement. Non, il y a pas à faire grincer les dents. Tout simplement. Soit on est respectueux, soit on l'est pas. Mais, vous voyez, ça fait pas grincer les dents. Là, encore une fois, on utilise des mots pour faire peur. Les mots ont un sens, certes, mais au-delà de ça, c'est la connotation, c'est l'image qui est véhiculée euh, par le mot qui génère beaucoup, ou qui cristallise beaucoup d'attention. Mais c'est bien souvent la connotation des mots. Il n'y a pas de moyen coercitif. Il peut y avoir des utilisations coercitives, mais l'outil en lui-même ne fait rien. Donc non, moi ça ne me fait pas grincer les dents. Et pour ou contre la guerre, vous voyez, pour ou contre, je sais pas moi, pour ou contre la misère. Bah ça fait pas grincer les dents, on est tous contre. Voilà.
Vous voyez, je suis taquin, hein, mais c'est mon live. Hein. La prochaine fois, vous organisez un live et vous êtes taquin avec moi, Louis. Encore une fois, je le dis de manière gentille. Et surtout, je réponds pas forcément à vous en direct. Vous me posez des questions, mais je réponds aussi à tous en même temps. Tout simplement. Je réponds pas personnellement, en fait. Surtout dans ce genre de choses publiques. Mais je réponds d'une façon générale parce que tout le monde écoute. Enfin, tout le monde. Ouais, ce serait bien qu'il y ait tout le monde d'ailleurs. Je sais pas combien on est, je vois pas trop. Gros, je m'en fiche. Je suis peut-être tout seul, je m'en tape. Mais si vous voulez, euh, je réponds pas que à vous personnellement. Donc quand je suis un petit peu taquin, c'est parce que je veux susciter le débat et que les gens se posent des questions. Moi, je n'ai que pour but que les gens se posent des questions, fassent leur propre cheminement intellectuel et trouvent leur propre réponse, leur propre voie. Chacun suit sa voie. Je suis juste là pour susciter une réflexion, tout simplement. Mais, vous voyez, encore une fois, pour ou contre les moyens coercitifs, pour ou contre la misère, pour ou contre le malheur, pour ou contre la guerre. Je sais pas, on est tous contre. Donc c'est pas une question en fait, vous voyez. Il n'y a pas de débat là-dessus. Ah, Anne, un autre training camp est-il prévu? Bah tout simplement quand on organisera un. Bah, moi j'en ai pas de je sais pas, on m'a pas sollicité, je sais pas, il y a peut-être d'autres personnes qui font des training camps. Mais bon, c'est quand même un concept que j'ai inventé, donc ça va être difficile. Parce que contrairement au séminaire ou au stage où c'est une personne qui vient et qui fait sa vedette, moi je sais, vous ne savez pas, le training camp, c'est pas ça. Le training camp, c'est des passionnés qui se réunissent. Et avec un concept de convivialité réuni. C'est-à-dire que l'on fait de la performance, on vit notre passion à fond. On vit notre passion à fond, entre passionnés. Il n'y a ni jugement de valeur, il n'y a ni bon ni pas bon dans le dressage ou quoi que ce soit. Il n'y a pas bon chien, pas mauvais chien. Il n'y a pas une question de niveau, il n'y a pas le finaliste et le gars qui démarre. Non, 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 ça marche pas comme ça. C'est tout le monde ensemble, motivé, on s'entraide tous, on cherche tous à comprendre, on pose des questions et on est là pour le partage d'expérience et la convivialité. Parce que l'objectif, c'est qu'à la fin, on se dise waouh, j'ai passé un super moment. Voilà, c'est tout. Et ça, arriver à créer ça, et ben, ça nécessite quelques petites, comment dire, vous voyez, il y a quelques petits ingrédients qu'il faut mettre dedans en fait. Et c'est pour ça qu'à mon avis, c'est assez difficile à réaliser si les gens n'ont pas compris ça en fait. Mais ce serait bien. Je pense que ce serait bien parce que ça permettrait de diffuser la vraie belle image du ring. Vous voyez, le training camp qu'on a fait, on a quand même le président de l'ACT qui est venu, donc le président de la régionale qui est venu. Et je veux dire, il venait d'un championnat de lévrier, puis tac, il passe nous voir. Bah, il a été, je pense, content de voir une pratique de ring belle à voir. C'est-à-dire que nous, on est dans notre milieu, des fois on ne s'en rend pas compte, mais des gens un petit peu d'extérieur, et pourtant cynophiles, vous voyez, c'est quand même le président de la cité, ils viennent, et, et même, il a même posté sur, il l'a même écrit, que, waouh, une belle pratique du chien de travail. Et ben ça fait plaisir, vous voyez. C'est cette image-là qu'il faut véhiculer aussi. De voir des gens souriants, heureux, qui pratiquent noblement leur art, ben moi je trouve ça beau, vous voyez. Et oui, il faudrait en organiser d'autres. Mais c'est un certain investissement. Pas trop en argent, mais personnel. C'est souvent là que le bas blesse. C'est qu'il faut vraiment être dans l'état d'esprit. Alors, on avait une petite question. Bonsoir. Comment rendre son chiot lof? Alors, bah soyez, soyez pas. Parce qu'en fait, c'est tout un processus avant la naissance. C'est-à-dire que classiquement, ce sont des chiens qui ont un pédigré. Lorsque l'on fait la saillie, on fait ce que l'on appelle une déclaration de saillie auprès de la centrale canine. Donc ça suscite déjà deux chiens avec un pédigré. Avec identification ADN maintenant, c'est obligatoire en France. Déclaration de saillie, lorsque celle-ci a lieu. Lorsque les chiots naissent, déclaration de naissance. Et ensuite, lorsqu'ils sont identifiés par le vétérinaire,
on enregistre chacun des chiots. Ils sont donc LOF. LOF, qu'est-ce que c'est? Livre des origines françaises. Les chiots sont donc inscrits au livre des origines françaises. Donc c'est pour ça que je me suis permis de dire, bah soit il est, soit il l'est pas, quoi. Vous voyez? Parce qu'en fait, dès la naissance, le processus est fait ou il ne l'est pas. Il existe ensuite ce qu'on appelle les livres ouverts ou des livres fermés. Il y a des races où, en dehors de ce système-là, que je viens de vous décrire, ces étapes-là, ce n'est pas possible. Si c'est un livre ouvert, c'est-à-dire que certains sujets qui n'étaient pas l'off, on va dire, mais qui ressemblent très très fortement à la race, et dont le livre, donc quand le livre est ouvert, c'est qu'on peut tolérer, il y a tout un processus que je ne connais pas, donc je ne vais pas pouvoir en parler. N'étant pas concerné avec le malinois, je vous avoue que je me mets. Il y a tout un processus, ça existe, mais il faut d'abord que le livre soit ouvert. Tout simplement. Donc, je ne sais pas quelle est la race de votre chien. Regardez si le livre est ouvert. Si le livre est ouvert, regardez le processus, regardez si vous pouvez le faire. Si le livre est fermé et que votre éleveur n'a pas fait les démarches, votre chien ne sera pas l'off. Inscrit au livre des origines françaises. Tu es à Brignoles? Non, malheureusement. Et à mon très grand regret, parce que un de mes amis qui est le plus cher s'est qualifié. Et j'avoue que j'aurais aimé le voir parce que je connais son chien et je suis impressionné. Je suis bouche bée quand je le vois faire son parcours. Je suis bouche bée, j'ai pris une leçon de dressage en le voyant. Je vais le nommer. C'est Laurent Dubuche avec son chien Shooter. Il a fait une démonstration avec son chien. J'ai été bouche bée. Et j'avoue que j'ai un très grand regret, c'est d'être obligé de travailler et pas pouvoir aller l'admirer. Je me serais bien vu avec une petite bière à la main et manger des frites et me régaler en voyant mon pote faire une belle démonstration. Que le meilleur gagne, comme on dit, je m'en fiche, mais qu'il fasse ce que je sais qu'il est capable de faire. Donc voilà, j'aurais bien aimé le voir à Brignoles. Et malheureusement, donc je n'y serai pas. Et je vous souhaite à tous les amis qui vont à la finale. Cette année, c'est chez nous la finale à Brignoles. Ah, super. Bah, moi, c'est une finale de mondiaux, je crois que j'ai fait à Brignoles. J'avais dû gagner le Grand Prix, hein, d'ailleurs, avec Hot Dog. Non, c'est pas l'année où Extra était championne de France. Si, certainement. Bref. Tchouk, 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 tchouk. Alors, quel niveau de ring a votre chien? Alors, actuellement, mon chien, c'est Ragnarok. Je suis en 2 avec les points pour aller en 3 en monduring. En ce moment, je concours en monduring. J'attends juste que la nouvelle saison démarre pour démarrer ma saison. Il n'a donc pas de niveau en tant que compétition en ring, puisque là, j'ai démarré tardivement, bah, déjà à cause du confinement et tout. On a eu, on va dire, un départ retardé. Vous voyez, un petit ratage de départ, hein, quand même. Hein. Quand on se tape une naissance pendant le Covid, vous voyez, c'est pas facile. On doit pas être nombreux à arriver à s'en sortir avec un chien qui est né pendant le Covid, d'ailleurs. Quand je vois tous les dégâts psychologiques que ça fait à nos pauvres compagnons, à nous-mêmes aussi, mais à nos compagnons, on n'y pense pas trop. Donc j'ai pris un petit peu de retard, donc j'ai pas pu me lancer sur 2 programmes en même temps. Alors je m'excuse 2 petites secondes parce que comme on dépasse l'heure, j'ai Toc Toc qui me demandait un truc. Donc je vous disais, j'ai pris un petit peu de retard à l'image, quoi. Donc je lui ai appris les exercices de ring. Il connaît le programme ring, mais le programme de 3, hein, bien sûr. Mais c'est pas fini propre pour jouer en concours et ce chien-là n'a pas assez de métier pour faire les 2 disciplines en même temps. Donc pour l'instant, on joue en monduring. Je vais faire une saison de 3 et après ça, je verrai si je le bascule en ring ou pas. Et puis voilà. Puis oui, j'ai eu quelques chiens en ring. On a fait quelques finales de ring, quoi. Un petit peu. Un petit peu. Alors. Yola. Ah, c'est Yola Team. Je voyais Time comme en anglais. Je pense que vous voulez dire Team. Yola Team. Je sais pas. Les chiens sont de plus en plus domestiqués. Alors, l'école canin, bof bof. Ah oui, vous revenez sur mon.
ma petite réflexion sur un chiot. Qu'est-ce qui est le plus important qu'il connaisse les codes canins ou les codes humains? Bah, en fait, c'est comme nous. En fait, vous voyez, là, je vous parle en français, mais bon, je me déplace souvent à l'étranger. De connaître l'anglais, c'est bien aussi, donc, par exemple. Donc, vous voyez, on peut être bilingue. Donc, c'est bien si notre chien, il est bilingue. Salut, tu parles quoi comme langue? Bah, moi, comme langue étrangère, je parle l'humain. C'est bien, quoi. Donc, en fait, c'est un petit peu ça. Sa langue maternelle, c'est le langage chien. Et sa LV1, il va à l'école, sa LV1, c'est j'apprends l'humain. C'est un petit peu ça, en fait. Ah, ah, dis donc, vous voulez en savoir beaucoup sur moi. Tu as combien de chiens? Alors, deux compétitions, j'en ai qu'un, j'ai que Ragnarok. Après, je peux détailler un petit peu ce que j'ai. Alors, de combien de chiens à moi? Combien j'ai de chiens? Bah là, en ce moment, j'ai 6 femelles reproductrices. J'ai 8 chiots qui viennent de naître. J'ai 4 jeunes chiens que j'entraîne. A priori, les 4 vont aller. J'en ai un pour l'armée française, là, bientôt, qui va partir. J'en ai 3 autres que je prépare pour la police aux États-Unis. Donc voilà, bah, faites le calcul, voilà à peu près. Mais en compète, là, j'en ai qu'un parce que j'ai pas trop le temps. Déjà, j'ai pas le temps d'entraîner mon seul chien, alors je me vois pas en prendre plusieurs. Je n'en ai pas la possibilité. D'ailleurs, ça me fait un peu rigoler, ceux qui ont plusieurs chiens. Enfin, c'est pas que ça me fait rigoler. Mais je me dis, attendez, moi déjà, un chien, deux chiens, c'est compliqué. Quand j'en vois qu'il y en a, ils en ont plusieurs. Je suis pantois et admiratif, parce que s'ils y arrivent, c'est beau. Tu fais. Tu fais-tu très bon travail Ah, tu fais très bon travail. Ah bah, c'est gentil. C'est vraiment gentil, ça me touche. Je sais pas si je fais du bon travail. J'essaye de faire au mieux. J'essaye de faire au mieux. Disons que j'essaye de faire ce qui me semble le plus, pas dire juste, mais le plus équilibré. Et puis surtout, si on revient à la compétition, moi c'est un loisir, c'est une passion. Enfin, quand je dis loisir, non, c'est plus qu'un loisir, c'est une passion. Donc soit je le fais à fond, ou soit je la pratique pas. Et voilà. Mais c'est pas mon travail. Dresser les chiens en ring, c'est pas mon travail. Bonjour, bonsoir. Bah, je vous avoue que je galère un peu avec les noms des pseudos là ce soir. Il faut vraiment que je change la couleur de mon t-shirt parce que vert fluo avec du blanc tout léger. Les, les, les commentaires, ça va plus facile de passer du mondiaux au ring ou l'inverse. Ah, ça c'est ça. Ah, et c'est toi Anne, encore? Encore Anne? Ah, ça c'est une très belle question ça. T'as vraiment envie de me faire disserter, c'est génial. Euh, c'est une bonne question. Je pense que c'est plus facile de passer du ring au mondiaux que du mondiaux au ring. Pourquoi? Parce que il y a des choses en ring. Tout dépend ce qu'on parle du niveau, hein, mais en termes de niveau, si on, disons, un chien de ring 3, on aura plus de facilité à aller en mondiaux 3 qu'un chien de mondiaux 3 qui a vraiment été dressé que mondiaux. Surtout s'il n'a pas vu les bases de ring, je pense qu'il ne peut pas faire de ring. On parle de haut niveau. Pourquoi? Parce que le ring, c'est un art qui nécessite de la technique, qui nécessite de la précision. C'est très poussé d'un point de vue technique. Le mondiaux, si on ne pense que mondiaux et qu'on n'a pas mis les bases de ring sur son chien, le problème, c'est qu'on part à lui montrer plein de choses, mais il n'y a aucune c'est pas qu'il y a aucune précision. Encore une fois, je pratique du mondiaux, j'aime le mondiaux. Et vous voyez, mon chien, là, en ce moment, il est en mondiaux, mais il faut pas croire, hein, j'ai mis toutes mes bases en ring. Et d'ailleurs, bah voilà. D'ailleurs, je dis généralement que je ne fais pas du mondiaux ring, moi je dis que je fais du ring mondiaux. C'est-à-dire que tous mes chiens, ce sont mes fondations de ring que j'ai toujours connues depuis mon premier chien. Parce que c'est la base, c'est ce qu'on appelle les fondamentaux. Les prises, les pivots, même tout le dressage, défense, garde d'objets, etc. Je ne fais que du ring. Et après, j'ouvre l'esprit de mon chien aux mondiaux. L'inverse, c'est beaucoup plus difficile. Vous voyez, l'inverse, c'est plus facile de s'ouvrir que de refermer. Quand le chien il a pris l'habitude de faire un peu tout et n'importe quoi,
Le ring est trop strict dans sa discipline et trop précis dans sa technique pour après, comment dire, pour après être capable de faire ça, quoi. Grâce à toi, j'ai découvert la chaîne YouTube de Jean-Michel. Ah bah super, super, super. Bah ouais, faut la chaîne de Jean-Michel Védrenne, qui est en fait la personne qui avait mon affix avant, les deux sabres. C'est lui qui est le fondateur des deux sabres. Il a été éleveur pendant très longtemps et il m'a proposé de reprendre son affix pour que celui-ci perdure. Et d'ailleurs, je l'appelle mon sensei parce que réellement, pour moi, c'est quelqu'un qui a, comme, comme moi, je vais pas dire comme moi, je dirais plutôt que je suis comme lui, mais parce que se dire comme moi, ça veut dire que je serais au-dessus. Il n'y a pas de, pour moi, c'est mon sensei parce que c'est ma voix en termes d'élevage. En termes d'élevage, en termes de vision du chien. Euh, c'est une personne qui est vraiment hors norme vis-à-vis de sa race de cœur. Il a une connaissance historique sur la génétique. Il a, pour moi, ça a été un visionnaire. Je dis que ça a été un visionnaire parce que forcément, on fait tous notre temps. Mais voilà, c'est, bah bref, c'est un sensei quoi. Oui, c'est, je lui dois tout au niveau d'élevage et j'en serai toujours reconnaissant. C'est pour ça que je vous invite à suivre sa chaîne. Si vous aimez le berger belge, suivez Jean-Michel Védrenne. Ah, la question classique, c'est ça. Salut, quelle est la différence entre ring et monduring? Bah, c'est pas le même règlement. Je vous taquine. Ring, monduring. Je vais pas vous dire quelles sont les différences d'exercice. Je vais plutôt vous dire quelles sont les différences en termes de conception. C'est-à-dire que quand vous faites du monduring, l'idée, c'est qu'il y a un parcours inédit qui est proposé à votre chien, et le but, c'est que le chien s'en sorte. En ring, le parcours n'est pas inédit. En ring, vous devez avoir le chien le plus efficace possible. En ring, on cherche l'efficacité. En mondiaux, on cherche à s'en sortir en toutes circonstances. Donc, dans une discipline, il faut un chien très précis, donc le ring. Il faut un chien très précis technique. Dans le monde du ring, il faut un chien qui ait de l'initiative face à l'inédit. Voilà, c'est la grande différence à mes yeux. Après, c'est du dressage, il faut un bon chien, il faut bien travailler, etc. Le règlement ne dit pas la même chose. Sur tel ou tel exercice, il y a des petites différences. Mais pour moi, en termes de sélection, c'est ça la différence. Ciné Cinomag Pro sur YouTube. Ouais, Ciné Cino. Parce que c'est un passionné aussi de cinéma. C'est passionnant. Mes chers amis, je crois que pour ce soir, va falloir aller me laisser faire. Alors peut-être pas encore dodo, il faudrait que j'arrive à manger, mais j'ai été très très ravi d'être avec vous. Et je suis content de recevoir autant de questions, parce qu'en fait, quand il y a des questions, c'est-à-dire qu'il y a de la demande, c'est-à-dire que des gens cherchent à avoir des informations. Je n'ai pas réponse à tout forcément. Puis tout ce que je dis n'est pas bon. Parce que ce n'est que tiré de mon expérience et de mes réflexions personnelles. Mais j'espère surtout que lorsque je commence à parler et à partir dans mes idées, j'espère surtout que vous, ça vous donne des pistes de réflexion. Vous voyez, je pense que de respecter les gens et, et d'être vraiment sincère, ce n'est pas de répondre précisément à la question. Parce que si vous donnez la réponse tout de suite à la question, ça veut dire que au prochain problème, bah, les gens n'auront pas les clés, ils vont tout de suite reposer une question. Si je vous la donne tout de suite, bah, si je vous donne tout de suite la réponse, jamais vous serez en capacité la prochaine fois, quand quelque chose de nouveau va se passer, de faire votre propre cheminement pour trouver vous-même les clés de la solution.
C'est pour ça que je suis plus là pour donner des pistes de réflexion, ou à une question, je vais reposer d'autres questions. Vous voyez, j'essaye de vous faire réfléchir parce que la réponse ne peut venir que de vous. Mais il faut des personnes qui puissent nous aiguiller. Moi, je sais que dans tout mon parcours cynophile, je ne savais rien. Et si aujourd'hui j'ai quand même un peu de connaissances, c'est parce que des personnes m'ont aiguillé. Mais j'ai fait mon propre cheminement. C'est ce que je vous invite à faire tous. Que vous soyez particulier, que vous soyez compétiteur, éleveur, faites votre propre cheminement. Et les gens qui sont un peu plus expérimentés ne sont que là, ne sont là que pour partager leur propre expérience et vous dire bah moi je me suis posé telle question quand j'ai été confronté à ce problème, je me suis posé telle question. Voici un petit peu la réflexion que j'ai eue. Voici ce sur quoi j'ai dû axer mon travail pour obtenir. Vous voyez, on peut pas vous dire fais ci, fais ça. Point barre. Tac, fini. Next. Next question. Il faut vraiment, il faut donner envie de réfléchir. Parce que on n'a pas le même contexte, nous ne sommes pas la même personne, nous n'avons pas le même chien, nos vies sont différentes et ce ne sont que des pistes de réflexion. Suivez votre propre voie, la voie du sabre. Bonsoir.